Salut et bienvenue pour cette pause café dédiée à la création des jeux vidéo, mais d'une certaine époque. Pour aujourd'hui, je vais te parler de ce livre. Je vais m'appuyer sur... je sais pas, tu le vois bien. C'est un livre qui a été écrit... oui, le prix est encore en francs, donc ça date un peu. Par Daniel Ishbia, qui est un grand journaliste, mais aussi un écrivain qui tourne beaucoup autour du domaine des technologies. Il a fait aussi des trucs sur la chanson, je crois aussi. Hein. Mais il a fait un livre sur Bill Gates, par exemple. Il a fait les biographies de Steve Jobs. Et entre autres, il a fait donc Les Bâtisseurs de rêves, qui est un très très bon livre, qui retrace. Alors, je sais pas exactement, ça couvre quelles années, mais en tout cas, les grandes évolutions du jeu vidéo, les grands noms sont dedans. C'est-à-dire qu'il retrace vraiment un peu l'histoire des principaux, mais toujours sur l'angle des personnes qui sont derrière ces jeux, en fait, et qu'est-ce qui les a motivés, comment ils en sont arrivés là. Et puis, dernièrement, il a écrit aussi ce livre-là, enfin dernièrement, je sais pas, je l'ai lu déjà il y a un an ou deux, je l'avais présenté sur le blog. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça c'est aussi un nom important, Eric Chahi. Je crois que ça mériterait vraiment une pause café dédiée, parce que pour moi ça a été vraiment un gros élément de motivation. Puis c'est aussi Eric Chahi m'a permis, au travers d'un reportage qui était passé sur, je crois que c'était Envoyé spécial à une époque, ça m'a permis de comprendre que moi, ado ou je sais plus, c'était jeune peut-être, non, je devais avoir 15-16 ans, je pouvais aussi peut-être un jour créer un hit dans le jeu vidéo. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce livre. Je vais essayer de vous la dire de mémoire, mais ça disait en gros que si Michel-Ange ou Léonard de Vinci ou d'autres grands créateurs reprenaient aujourd'hui, revenaient parmi nous, ils travailleraient probablement dans le secteur du jeu vidéo. Alors ça démarre au chapitre 1 avec Lord Sinclair. Lord Sinclair qui consacre une partie de sa fortune, donc c'est un lord anglais, à créer un ordinateur, je dirais, accessible à tout le monde. Et c'est effectivement le premier que j'ai pu, moi, même si je l'ai pas eu personnellement, j'ai eu bien plus tard quand j'ai commencé ma collecte de vieux ordinateurs, mais j'ai pu accéder très jeune donc à cette machine. J'avais peut-être 5-6 ans. Et le père d'un ami avait cette machine qui était reliée donc à un petit téléviseur, et on pouvait déjà taper du basique. Alors sinon ça démarre avec Philippe Ulrich. Vous devez, si vous vous intéressez au monde du jeu vidéo, vous devez forcément connaître. C'était le jeu culte, c'était l'Arche du Capitaine Blood, c'était... alors je sais pas si vous vous rappelez, culte, il y a eu un événement, Philippe Ulrich, ça a été un génie, pas seulement au niveau créatif jeu vidéo, mais aussi dans la façon de faire du marketing. Il avait, alors de mémoire, il avait invité tous les journalistes à l'avant-première du culte, et donc il avait revêtu, je sais plus, une sorte de combinaison, de masque, il s'était déguisé un petit peu, et puis il y avait un monstre devant lui, et il décapitait le monstre devant les journalistes éberlués, qui se demandaient dans quelle secte il s'était tombé. Il faut savoir que Philippe Ulrich, quand il vivait un peu comme un hippie au début quoi. Il avait acheté une ferme, je sais plus dans quel coin de la France, un peu paumé. Il avait invité des artistes, des musiciens, puisqu'il était dans le domaine de la musique, et puis voilà, partager son toit, donc un peu manière hippie. Alors je relis un peu en même temps parce que j'oublie des passages, hein, mais ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Tout a commencé en fait quand Philippe Ulrich est passé devant une boutique où on vendait un Sinclair ZX80. Alors à ce moment-là, il savait pas comment il pourrait acquérir l'engin, mais et voilà, il rêvait vraiment d'acheter un peu cet ordinateur. Vous savez, un peu comme dans le film Wayne's World, quand un des héros Wayne passe devant une guitare et il dit voilà, un jour elle sera mienne. Oh oui, un jour elle sera mienne. Ben là c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il passe dans ce ordinateur-là, il se dit c'est vraiment un modèle de navette spatiale, dans un petit boîtier, et il rêvait notamment pour la musique. Et en fait c'est un peu plus tard quand il a commencé à taper
je sais plus si c'est lui qui s'en occupait, à taper des lignes de code et créer un embryon de conversation avec la machine, que là c'était le déclic. Et donc avec son ami Vio, ils ont décidé de créer la société Air Informatique. Voilà, en fait, Vio avait réussi à demander à son père 20 000 francs, qui était déjà une belle somme hein, quand même à l'époque, pour créer l'entreprise. Et donc le 28 avril 1983 est né Air Informatique, qui a créé de superbes hits par la suite. Bon, après il y a eu un passage sur Pong, sur Super Mario. Alors bon, je sais que ça fait beaucoup rêver aussi beaucoup de monde, hein, Tetris et autres. C'est un petit peu plus loin pour moi. Donc je vais passer parce que sinon la vidéo va faire, elle va faire 3 heures. Je vais parler de l'Arche du Capitaine Blood. Qui était vraiment, alors je sais pas si vous avez connu ce jeu, mais on pouvait visiter des univers qui semblaient infinis et discuter avec quelque chose qui ressemblait à une intelligence artificielle. Bien sûr, tout était programmé, mais pour l'époque, ça faisait illusion. Et donc c'était merveilleux, quoi, parce qu'on avait l'impression du jeu, le côté open world. Alors en parallèle de ça, il faut quand même que je vous parle de la société Infogrames, qui s'est créée donc à l'époque un peu avant l'Arche du Capitaine Blood. Alors la date exacte, je ne sais plus, je l'ai pas dans mes notes. Si c'est en juin 1983, donc quelques mois après finalement Air Informatique. Alors ça devait s'appeler normalement Zboob System, et leur conseiller juridique était parvenu à les en dissuader. Heureusement, Infogrames c'est quand même un peu plus sympa. Alors Infogrames c'était quand même 1 million de francs de chiffre d'affaires dès la première année. C'est pas rien quand même. Hein. Donc Infogrames c'est le tatou, vous savez le logo en tatou hein, qu'on a pu retrouver dans pas mal de jeux vidéo, qui a marqué les esprits. Alors pendant ce temps-là, Air Informatique avait créé une sous-marque de produits au marché qu'ils appelaient Gasoline Software, avec le slogan « c'est les logiciels qui carburent ». Voilà, et en quelques années, si je vous ai parlé d'un site Infogrames, c'est que Air Informatique est devenu une sorte de filiale d'Infogrames. Je crois que c'était déjà en 87, hein, c'est Ulrich est mis devant le fait accompli, que la société, patiemment développée, est devenue une simple filiale d'Infogrames. Donc on apprend des petites anecdotes, hein, comme le chanteur Michel Fugain, qui, s'il n'a pas produit pendant 3 mois de chansons, c'est parce qu'il était collé à l'Arche du Capitaine Blood, et il n'arrivait pas à en sortir. Donc voilà, anecdote intéressante, sachant que l'Arche a été un des plus gros titres français, un des plus connus en fait dans le monde du jeu vidéo. Voilà, un peu après la sortie du jeu culte, je crois qu'il n'a pas fait un grand succès. Moi je l'avais acheté, j'avais bien aimé, mais bon, sans plus. Un peu de temps après, donc Air Informatique disparaît, après avoir créé, je sais plus de 150 jeux vidéo. Donc un bon chiffre, bon, pas toujours des bons titres, mais quand même un beau palmarès. Bon, pendant ce temps-là, le monde n'est pas en reste, hein. Il y a Apple II qui se développe fortement, et puis côté américain, on a SimCity hein, qui fait un tabac. Donc si SimCity se vend à 250 000 unités en 1990 et à 1,5 million en 1991, les revenus c'est 3 millions à 10 millions de dollars sur la même période. Donc le développeur de SimCity c'est Wright. Alors quand il a trouvé le thème de son jeu qui serait plus tard SimCity, il se transforme en rat de bibliothèque, hein, je recite le passage hein, du livre, et se plonge dans des écrits traitant de la gestion urbaine, de la planification des cités et autres thèmes connexes, et plus particulièrement sur les traités qui modélisent de tels éléments sous forme mathématique. Pour surmonter l'aridité de telles lectures, il s'emploie à simuler tout ce qu'il absorbe sur son Commodore 64. Une gigantesque base d'informations prend alors forme. Plus tard, Wright c'est les Sims, enfin Maxis c'est ceux qui éditent les Sims, c'est 7 millions d'exemplaires vendus, et encore, ça c'était à l'époque du bouquin, parce que les Sims, ils en vendent encore hein, aujourd'hui. Alors ça nous amène maintenant à Frédéric Reynal, toujours côté Lyon, avec le hit Alone in the Dark, alors pas le dernier, ni le dernier film, ni le dernier jeu vidéo qu'on connaît, mais le tout premier, c'est-à-dire celui que vous avez en fond d'écran depuis tout à l'heure. Des personnages donc en 3D, filmés,
Euh, donc une caméra hein, qui filme ce personnage en 3D, mais dans un environnement qui est en 2 dimensions. Et pour l'époque, c'est pareil, c'est très novateur, puis il y a la super ambiance de Cthulhu, de Lovecraft qui est derrière. Euh, voilà, donc un personnage qui en plus peut mourir en ayant fait un seul faux pas, ce qui fait que on est totalement stressé quand on est en train de jouer au jeu, mais en même temps ça fonctionne quoi, on se prend dans l'ambiance. Enfin moi c'était un des jeux qui m'ont vraiment marqué le plus dans mon adolescence. Alors Reynal, lui, découvre l'informatique avec un ZX81, donc il a 15 ans à ce moment-là, donc il est déjà un peu plus âgé que moi, et il est embauché par Infogrames vers l'âge de 23 ans. Alors ça fait plusieurs mois qu'il travaille justement sur l'écriture d'un moteur 3D. Alors à ce moment-là, on est à l'été 91. Alors, il y a un passage que je vais quand même vous lire parce que c'est intéressant. Reynald n'obtient aucun droit sur les ventes du jeu et ne peut y prétendre, faute d'avoir été cité comme créateur du logiciel dans les crédits. Incroyable. Tout bonnement incroyable. Ah, il dit par la suite, j'ai été trop naïf. Interrogé sur ce sujet, Éric Mottet explique qu'Infogrames repose tout simplement sur une logique de rémunération qui lui est propre. L'édition lyonnaise préfère verser aux programmeurs des salaires plutôt que des droits d'auteur. Alors sachant quand même que tout le concept, il en est à l'origine, quoi, sans le moteur 3D, aujourd'hui vous avez des développeurs qui travaillent sur le moteur 3D, oui, mais il y en a des centaines. Là c'était un des premiers moteurs, en plus c'était une vision particulière de la 3D, hein, puisque tout l'environnement bitmap, le fond est en 2D, il avait créé un petit logiciel pour animer les personnages, ça prenait relativement peu de ressources, voilà, donc il n'a pas été du tout... c'est-à-dire il a juste été payé pour la tâche. Point barre. Moi, ce qui fait mal aux fesses, hein, c'est que Alone in the Dark, c'est quand même 400 000 ventes. Ensuite, autre gros titre, Little Big Adventure, toujours par Reynal, donc c'était fin 94, et c'était un des best-sellers de 95. Alors on passe ensuite à Seven Guest. Seven Guest, c'est c'est un jeu de... C'est pas un jeu... Est-ce que c'est un jeu d'aventure? Je me rappelle plus, ça porte un autre nom. C'est un peu comme un jeu de rôle, c'est-à-dire que là, tout l'environnement a été conçu en image synthèse, je crois que c'est avec 3D Studio à l'époque, ou alors c'était peut-être même sur les stations Silicon Graphics, je sais plus. En tout cas, tout est précalculé, c'est-à-dire que on est dans un mode vidéo-image. Et donc le joueur qui joue à la première personne, donc un peu comme un FPS, se déplace dans ce monde. Et donc c'était grâce, enfin, je veux dire, si les CD-ROM n'existaient pas, ça aurait pas pu sortir hein, un jeu comme ça. Hein. Mais donc ça veut dire aussi qu'il y a eu techniquement, il y a eu beaucoup de difficultés à pouvoir utiliser les CD-ROM, à synchroniser, à avoir pas un décalage entre l'audio et la vidéo. Donc gros travail technique de ce côté-là pour tout faire fonctionner. Et jeu avec une ambiance très particulière, c'est-à-dire un monde relativement vaste mais vide, avec très très peu d'interactions avec les personnages, mais beaucoup d'énigmes. Ça a vraiment donné, Seven Guest a vraiment donné un genre. Un genre, plus tard il y aura Myst, il y aura d'autres jeux un peu dans le même style. Avec là, il y avait aussi des effets cinématographiques, hein, je crois, ils avaient filmé des personnes pour faire les fantômes. Enfin, c'était une belle production, quoi, créée par des Américains. Alors, Seven Guest, c'est aussi une grosse production en termes de financement. C'est 700 000 dollars, en fait, hein, une somme qui avait encore jamais été investie dans le monde du jeu vidéo. Alors, pareil, on aborde le jeu Dune. Alors c'est amusant d'ailleurs le titre, hein, c'est le chapitre 10, La traversée du désert. Parce que Dune a été une belle adaptation, je trouve, du livre. Donc c'est Ulrich hein, qui est encore derrière ça. Mais avec une autre société. Il crée Cryo pour l'occasion. Et à la même époque, en fait, Eric Chahi travaille sur son premier gros hit. C'était pas son premier jeu, hein, parce qu'il avait travaillé dans... Alors c'était pour quelle société? Je ne sais plus.
il travaillait dans une autre société juste avant, et puis donc c'était pas un inconnu, même si c'était encore un adolescent. Là, ce jeu vidéo, donc Another World, ça a été le premier dans lequel il a vraiment travaillé tout seul dessus. Je crois qu'il avait fait les Passagers du vent, enfin l'adaptation de jeu vidéo, avant celui-là. Il avait encore d'autres titres, hein. C'était vraiment un... Voilà, il était pas inconnu dans le monde. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même resituer, c'est une époque où le monde de jeux vidéo il y a pas encore beaucoup d'acteurs, que ce soit des développeurs, des graphistes, des gens qui travaillent la bande sonore. C'est un monde qui est quand même relativement petit. Il n'y a pas d'énormes sommes d'investis, ce sont surtout des passionnés qui sont dans ce domaine-là, et des autodidactes, puisqu'il n'y a pas d'école pour faire des jeux vidéo. Donc c'est pas étonnant finalement qu'un adolescent à cette époque puisse travailler sur un jeu. Mais bon, il avait quand même... attention, il était doué. Il avait de l'idée, je dis pas que c'était un excellent développeur, mais son Alone in the Dark, le fait d'avoir pensé un environnement totalement vectoriel, et d'avoir programmé le moteur derrière pour animer tout son personnage, puis tout ce monde sur lequel il a travaillé. Netherworld, c'est un autre monde, justement, c'est quelque chose d'assez fantasmagorique, là il y a une ambiance, il n'a pas été tout seul, parce qu'après il s'est adjoint les services d'un musicien, il a été un peu conseillé aussi, mais quand même on peut dire que c'est vraiment son bébé, voilà, c'est vraiment lui qui est à la base de ce jeu. Alors oui, Chailly travaillait donc pour Delphine Software avant, et comme il s'était un peu embrouillé avec eux, il avait voulu vendre à Cryo, donc avec Philippe Ulrich, et il était prêt à vendre pour l'époque son projet complet pour 100 000 francs. A priori, Ulrich était ok, ça lui allait bien. Pour lui, c'était vraiment une bombe. Il a été présenté de ça donc à Virgin Games, puisque dans les studios, il s'est rendu à Londres pour parler du projet, et apparemment ils n'ont pas du tout accroché. Donc au final, Chailly a fini par créer son... Il était encore chez ses parents à l'époque, il a fini par créer le jeu tout seul, et le sortir. Donc pendant ce temps-là, Ulrich donc, est toujours sur le jeu Dune. Un feu d'artifice visuel doublé d'un accompagnement musical envoûtant déroule une intrigue qui dure près de 60 heures. Donc là, c'est une phrase tirée du livre. 3 millions de francs quand même pour développer le jeu, dont 800 000 ont été alloués à la société Cryo. Bon, après, il y avait certainement tout ce qui est tout ce qui est droit d'auteur, puisque c'est Frank Herbert, la famille de Frank Herbert. Oui, il était mort à l'époque. Qui percevait les droits d'image sur ce jeu. Donc ensuite, c'est la sortie de Myst. Alors c'est vrai que je vous ai un peu présenté Seven Guess comme Myst. Seven Guess était plus je ne sais, en fait, je sais plus trop le côté. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'images synthèse? C'était beaucoup d'effets visuels, beaucoup de montage vidéo. Il y avait surtout le côté un peu film. Je crois quand même qu'il y avait de l'image synthèse, mais c'était surtout Myst qui était le côté open world, parce que le Seven Guess, je crois que c'était un peu scripté. Je vous avoue que j'ai pas joué à ce jeu à l'époque, j'avais juste vu des images, quelques vidéos. Je connais surtout Myst. C'est pour ça que là je me suis un peu emmêlé quand je vous ai parlé de Seven Guest. Ça reste quand même l'idée du support CD-ROM, c'est-à-dire le fait que que les jeux ont commencé à prendre une grosse taille. Voilà, donc par la suite, c'est la sortie de Doom. Enfin, c'est comme ça que comment dire, le livre en parle. J'aurais bien parlé aussi de Wolfenstein 3D, qui était un des premiers jeux qui faisait penser à de la 3D temps réel. Mais c'est vrai que c'est Doom qui a vraiment marqué son époque. Alors, les ventes de Doom, c'est 2 millions d'exemplaires, avec un mode de distribution qui est shareware. C'est-à-dire que des gens peuvent jouer au niveau 1 gratuitement, c'est comme ça que le jeu aussi s'est beaucoup distribué, et s'ils veulent plus, il suffit qu'ils payent. Voilà, ils payent pour avoir accès au niveau suivant. Pas à tous les niveaux suivants, c'était paiement une fois. Voilà, je vous passe rapidement, c'est la partie un peu américaine, c'est-à-dire c'était Apogee Software avec Commander Keen, jeu de plateforme très, très sympathique, qui a pas connu un grand succès chez nous, mais qui est connu en fait là-bas. Et puis ça a été après ID Software pour Doom.
Voilà, après le livre hein, parle des consoles, de la sortie de la PlayStation, qui était un point important, d'autres éléments, la Mega Drive. Il est vraiment très très bien documenté. Hein. De toute façon, on voit, il y a 400 et quelques pages. Je vous ai vraiment passé plein de choses, hein, mais si vous aimez... Ah oui, puis Ultima Online, pareil, c'était un jeu incroyable. Ce qui est bien, c'est justement de voir un peu toutes les facettes de la création de ces jeux, quels ont été les acteurs, qu'est-ce qui étaient les motivations, c'est des choses qu'on va forcément moins retrouver aujourd'hui, parce que la création de jeux, en tout cas les AAA comme on dit, c'est-à-dire les grands hits, là où il y a un énorme budget, c'est des énormes équipes, c'est de l'administratif, voilà, c'est totalement un autre monde, quoi. On travaillait pas de cette façon-là à l'époque. Pourtant avec des bons budgets quand même hein, pour certains jeux. Hein. Voilà, donc si vraiment vous avez envie de connaître un peu l'histoire, si vous l'avez vous-même vécu, vous trouverez vraiment Enfin voilà, c'est le côté coup de cœur. Je l'ai lu il y a de nombreuses années maintenant. Je sais pas, je pense qu'on peut encore le retrouver hein, sur Amazon. Voilà, puis sinon l'auteur, hein, Daniel Ishbia, qui fait de très bons bouquins. Vous savez quoi, j'ai pas bu mon café. Il est froid. Alors la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je vais couper dans le gras, mais pour l'instant, ça fait 44 minutes que je tourne. Alors, vous allez le voir, hein, l'écran va sauter à l'arrière. Voilà, c'est une pause café du samedi. J'ai envie de détendre un peu l'atmosphère et puis de vous parler de ça parce que c'était une époque moi qui m'a façonné, même si c'est une époque qui est révolue, totalement révolue. Allez, ciao, bon début de week-end et à demain pour la prochaine pause café, plus courte celle-ci.